Au cœur du Sahel, un lingot estampillé Made in Burkina Faso scintille, coulé à partir de résidus miniers que l'on croyait perdus. Son degré de pureté atteint 99,7%, preuve matérielle d'une stratégie locale qui convertit les déchets en valeur, sans dette nouvelle ni tutelle financière extérieure durable aujourd'hui. Si 80% de l'or brut partait hier vers des raffineries étrangères, que signifie ce retournement pour vous, pour vos repères et pour la trajectoire d'Ibrahim Traoré dès maintenant? Entre métal et message, ce barreau devient manifeste, réécrit l'idée de richesse et transforme une marge comptable en boussole collective pour l'avenir. Le Burkina Faso ne s'est pas contenté d'extraire de l'or. Il a changé la logique même de sa dépendance. En annonçant son programme de raffinage interne, Ibrahim Traoré a promis une rupture, transformer ce qui était considéré comme déchet en moteur de souveraineté. Cette initiative n'est pas seulement économique, elle redéfinit la valeur nationale à partir du sol, sans tutelle du FMI ni prêts extérieurs. L'enjeu est double, prouver qu'un État africain peut financer son développement à partir de ses propres ressources et démontrer qu'une économie circulaire peut naître dans un pays longtemps perçu comme marginal. En d'autres termes, chaque once raffinée localement signifie moins de fuite de capitaux, plus de compétences et une image renouvelée d'un continent inventif. Mais cette transition soulève une question brûlante. Jusqu'où une nation peut-elle s'affranchir d'un système conçu pour la maintenir dépendante? La réponse, Traoré semble la chercher dans la fusion entre technologie et indépendance. Et c'est cette promesse que le monde commence à observer avec prudence. La révélation est tombée en 2025. Dans les 8 premiers mois du programme d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a réduit de 37% ses coûts de production et augmenté ses recettes d'exportation de 300 millions USD. Ce basculement a bouleversé l'équilibre d'un secteur minier que l'on croyait condamné à la dépendance. Pour la première fois, le pays raffine sur son propre sol ce que d'autres transformaient depuis des décennies à l'étranger. Derrière cette prouesse se cache un contexte précis. Plus de 10 millions de tonnes de résidus toxiques ont été laissés par des multinationales, mélange de mercure et de cyanure. Ces cicatrices industrielles sont devenues la matière première d'un projet national baptisé Gold Recovery Initiative, dont le principe est simple: recycler l'histoire au lieu de la fuir. Les ingénieurs burkinabés ont développé un procédé local de biolixiviation à faible toxicité, réduisant la pollution de 60% tout en augmentant le taux d'extraction à 92%. Mais la transformation n'est pas que chimique, elle est politique. Ibrahim Traoré l'a dit, ce n'est pas une technologie, c'est une déclaration d'indépendance. Ce credo s'inscrit dans un Sahel en recomposition où les alliances régionales cherchent à se libérer du contrôle économique extérieur. Le Burkina Faso, jadis marginal, devient ainsi laboratoire d'un modèle où la souveraineté se mesure à la capacité de transformer les déchets en ressources. L'histoire récente du pays illustre un paradoxe. Plus l'Afrique assume la maîtrise de ses minéraux, plus les marchés mondiaux s'inquiètent. Ce qui semblait être une politique locale prend les allures d'un précédent global, une remise en cause de l'ordre extractif établi. À ce stade, la question dépasse le métal, elle touche à la définition même du pouvoir. Qui décide de la valeur? Et que se passe-t-il lorsqu'une nation jusque-là exploitée décide d'écrire elle-même l'équation? Au centre de cette mutation se tient Ibrahim Traoré, non comme un symbole isolé, mais comme le pivot d'un écosystème en éveil. Sous sa direction, le gouvernement a créé SONAP, l'Agence nationale pour la production et la commercialisation de l'or. Cette institution supervise chaque maillon de la chaîne: extraction, raffinage, certification et exportation. C'est là que la révolution tranquille prend corps, non pas dans les discours, mais dans les ateliers, les laboratoires et les écoles techniques. Parmi les premiers témoins du changement figure Abdoul, ancien mineur artisanal devenu technicien. Avant, je creusais pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je raffine pour mon pays. En une phrase, il résume la portée du mouvement. La propriété intellectuelle et matérielle de la valeur redevient nationale. À ses côtés, une ingénieure nommée Salamada dirige une équipe de jeunes formés localement à la chimie environnementale. Ensemble, ils transforment les résidus toxiques en lingots certifiés, symbole d'un renversement de pouvoir. Les premiers effets sont tangibles.
Salaire en hausse de 35%, 60 000 mineurs artisanaux intégrés dans l'économie formelle et émissions de mercure réduites de 40%. Mais au-delà des chiffres, c'est une dignité retrouvée. Les villages autrefois asphyxiés par la poussière des mines voient revenir la confiance, les enfants reprennent le chemin des écoles et les femmes accèdent aux postes de supervision dans les raffineries. Ainsi, à travers les visages d'Abdoul et de Salamada se lit une équation simple. La souveraineté commence lorsque la connaissance cesse d'être importée. Le déclenchement se produit au début de 2025. Le Burkina Faso, frappé par la volatilité record du prix de l'or, plus de 2400 USD l'once, et par la pression du FMI exigeant de nouvelles coupes budgétaires, choisit une voie inédite, la désobéissance économique constructive. Plutôt que de céder au plan d'austérité, Ibrahim Traoré ordonne la mise en service de fours nationaux capables de traiter les résidus miniers abandonnés. Les premiers tests réussissent. L'or extrait atteint une pureté de 85,7%. Le symbole est puissant, un pays endetté forge son indépendance dans la fournaise. L'apogée intervient quelques mois plus tard. Les exportations d'or raffiné localement bondissent de 320 millions USD, tandis que la dépendance aux importations chimiques chute de 45%. Des coopératives féminines obtiennent leur licence d'exploitation. Près d'un tiers des nouveaux postes du secteur du raffinage sont occupés par des femmes. Les images des premières barres fabriquées au Burkina Faso font le tour du continent. Les investisseurs étrangers s'inquiètent. À Zurich et Londres, des rapports confidentiels évoquent une réorientation structurelle du flux aurifère mondial. L'événement dépasse le territoire national. Il devient un signal de rupture pour tout le Sahel. Puis vient la rémanence. Les effets du projet s'étendent au-delà de l'économie. Dans les écoles, les programmes scolaires intègrent désormais l'histoire métallurgique africaine, des fourneaux nubiens aux biotechnologies modernes. Les jeunes générations apprennent que la valeur ne se mendie pas, elle se conçoit. La population se réapproprie le langage du progrès, longtemps monopolisé par les bailleurs étrangers. Au plan géopolitique, le modèle inspire. Le Mali, le Niger et la Tanzanie envoient des délégations pour étudier ce qu'ils appellent déjà le modèle burkinabé. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré insiste. Ce n'est pas une exception, c'est un début. Et tandis que les fours continuent de brûler, le pays se transforme lentement en atelier continental. Les déchets deviennent or, la dette devient moteur. Ce qui n'était qu'un pari industriel s'impose comme une philosophie. Le droit de créer de la valeur à partir de son propre sol. La preuve par les chiffres consolide la transformation. En moins d'un an, le Burkina Faso a atteint un taux de raffinage interne supérieur de 45% à celui observé avant le lancement du programme Gold Recovery. Les pertes liées à l'exportation d'or brut ont diminué de 600 millions USD par an, tandis que les recettes issues du raffinage national ont progressé de 1,1 milliard USD. Ce mouvement, fondé sur la logique du baseline, delta, a permis de mesurer non seulement la croissance économique, mais aussi le gain d'autonomie politique. La valeur moyenne d'une once produite localement est passée de 200 USD à 1700 USD, un écart de 41% dû à la suppression des coûts de transport, des taxes étrangères et des marges d'intermédiaires. Chaque gramme fondu dans les fours de Ouagadougou représente désormais un gramme de souveraineté préservée. Cette équation, simple mais puissante, illustre la thèse d'Ibrahim Traoré. Quand nous contrôlons la chaîne de valeur, nous ne dépendons plus de ceux qui nous dictaient nos priorités. Mais les chiffres les plus parlants ne sont pas uniquement financiers. Sur le plan environnemental, plus de 12 000 hectares de terre ont été restaurés. Et les émissions de mercure ont chuté de 40%. Réduisant la contamination des eaux de surface et permettant la réapparition de cultures vivrières dans plusieurs zones minières. Le recyclage des résidus miniers a aussi évité l'importation de 50 000 tonnes de produits chimiques chaque année, allégeant la facture énergétique et sanitaire du pays. Enfin, les données sociales tracent une évolution inédite. Le secteur minier national emploie désormais 10 000 travailleurs supplémentaires, dont 40% de femmes. Les salaires moyens ont augmenté de 35%, générant un effet multiplicateur sur les revenus ruraux et la consommation intérieure. Les ingénieurs formés par la SONAP participent désormais à des missions techniques dans d'autres pays du Sahel, exportant non plus de l'or, mais du savoir. Ce changement quantifiable devient l'argument central du
modèle burkinabé. Une économie circulaire capable de créer de la valeur, de réduire les émissions et d'élever les compétences en même temps. Pour la première fois, les courbes du développement et de la dignité montent ensemble. Les sceptiques affirment que le Burkina Faso ne pourra pas maintenir ce rythme sans capitaux étrangers. Selon eux, l'absence de financement multilatéral risque d'étouffer la croissance et d'isoler le pays sur les marchés mondiaux. Sans accès aux lignes de crédit du FMI, disent-ils, la soutenabilité du modèle est incertaine. D'autres analystes avancent que les coûts de maintenance des infrastructures de raffinage dépasseront, à moyen terme, les bénéfices de la production locale. Pourtant, les défenseurs du modèle burkinabé répondent avec des faits. D'abord, le programme s'appuie sur une réduction de 45% des dépenses opérationnelles grâce aux technologies de biolixiviation locale et à l'automatisation du contrôle qualité. Ensuite, la diversification des revenus miniers compense l'absence de prêts extérieurs. Une part croissante des bénéfices est réinvestie dans la formation, la recherche et la restauration écologique. Les chiffres sont explicites. Chaque dollar non emprunté génère 1,8 $ de valeur interne dans la chaîne circulaire. Au-delà de la technique, le débat renvoie à la notion même de dépendance. Ibrahim Traoré soutient que la souveraineté n'est pas l'isolement, mais la maîtrise des leviers essentiels. Là où d'autres nations voient la dette comme un instrument de stabilité, lui y voit une camisole qui limite l'imagination politique. Et les résultats lui donnent raison. Le pays attire désormais des partenariats régionaux basés sur l'échange de savoir, non sur la dette. L'objection reste donc valable, la transition comporte des risques, mais le contre-argument se renforce de jour en jour. L'innovation a remplacé le crédit comme moteur du développement. Le Burkina Faso prouve qu'une nation peut transformer la rareté en ressource et la contrainte en catalyseur. Le Stillman se conclut ainsi. La dépendance n'est pas une fatalité, c'est un choix que l'ingéniosité peut inverser. Le pouvoir commence quand la technologie change de camp. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors d'un discours à Ouagadougou, marque le point médian du récit. En 2025, les premières données du Burkina Smart Refining Network montrent une efficacité accrue, plus 45% de rendement, 200 USD par once produite et un suivi numérique en temps réel des opérations. Ce réseau, développé localement, fusionne algorithmes et savoir artisanal, transformant chaque lingot en trace mesurable d'indépendance. La véritable révélation ne réside pas dans l'or, mais dans la compétence. Les logiciels, autrefois importés, sont désormais réécrits en mouré, la langue locale. Les machines jadis livrées avec techniciens étrangers sont assemblées par des étudiants burkinabés. Pour la première fois, la technologie ne vient plus d'ailleurs, elle s'ancre dans le pays. Ce glissement subtil change tout. L'innovation n'est plus une importation, elle devient expression d'une volonté politique. Là, au milieu du Sahel, un modèle naît, celui d'une Afrique qui ne subit plus la mondialisation, mais la redéfinit. Les conséquences du modèle burkinabé se déclinent sur 4 fronts, national, économique, social et régional. Au niveau national, on observe que l'impact le plus immédiat se mesure dans les comptes publics. En moins d'un an, la contribution du secteur minier au PIB national a bondi de 35%, dépassant pour la première fois l'agriculture. Les recettes fiscales issues du raffinage local ont doublé, finançant l'éducation gratuite dans plusieurs provinces et la réhabilitation de 8000 hectares de terres dégradées. Cette croissance n'est pas artificielle. Elle repose sur une valeur ajoutée réellement créée sur place, soutenant la monnaie et la stabilité budgétaire. D'un point de vue économique, il apparaît que, pour les entreprises locales, la transformation a ouvert un marché inédit. Près de 250 nouvelles PME sont apparues autour de la chaîne du raffinage, logistique, capteurs géologiques, robotique artisanale. Le gouvernement, sous la direction d'Ibrahim Traoré, impose désormais une règle. Toute innovation financée par l'État doit être documentée en code source ouvert. Cette exigence a permis de mutualiser la connaissance et d'éviter la confiscation technologique. En parallèle, le taux de dépendance énergétique a baissé de 20% grâce au recyclage des résidus comme biomatériaux de chauffage industriel. Au niveau social, il se dégage que le changement se lit sur les visages. 60 000 mineurs artisanaux ont été intégrés dans le système formel, bénéficiant d'un encadrement sanitaire
et de salaires réguliers. Les écoles de formation accueillent une génération de techniciens issus des zones rurales, désormais acteurs de l'innovation. La part des femmes dans le secteur atteint 40%, une première dans l'histoire du pays. Chaque lingot d'or devient un symbole social, le fruit d'un savoir collectif. Pour Ibrahim Traoré, cette inclusion est la clé. Tant que nos citoyens ne voient pas leur reflet dans la valeur qu'ils produisent, il n'y a pas de souveraineté. À l'échelle régionale, il est clair qu'au Sahel, l'effet d'entraînement est visible. Le Mali, le Niger et le Ghana ont signé un protocole pour développer une alliance minière circulaire inspirée du modèle burkinabé. Selon la Banque africaine de développement, cette approche pourrait conserver plus de 15 milliards USD par an à l'intérieur du continent. Le Burkina Faso, autrefois isolé, devient mentor continental. Ainsi, la révolution de l'or ne brille pas seulement dans les coffres, elle illumine les mentalités. La valeur a cessé d'être un prix, elle est redevenue une création collective. L'avenir du Burkina Faso, désormais fer de lance d'un modèle de souveraineté circulaire, peut s'imaginer selon 3 trajectoires, base, optimiste et critique. Dans l'hypothèse la plus probable, le pays consolide ses acquis. 3 nouveaux centres de raffinage, à Hyundai, Gawa et Kaya, entrent en service avant la fin de 2026, chacun capable de traiter 250 000 tonnes de résidus miniers par an. La part de l'or recyclé atteint 30% de la production nationale. Les recettes supplémentaires servent à renforcer les infrastructures énergétiques et les filières éducatives techniques. La croissance se stabilise autour de 6%, portée par la demande régionale. Si l'on considère le scénario le plus favorable, le Burkina Faso exporte son savoir-faire à l'échelle du Sahel. Le modèle SONAP devient un cadre commun pour l'Alliance des États du Sahel, AES, permettant de mutualiser la recherche et d'accroître les capacités de production circulaire. Si cette intégration s'élargit au Ghana et à la Tanzanie, l'Afrique pourrait conserver plus de 50 milliards USD de valeur annuelle d'ici 2027. Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré positionne son pays non comme un producteur d'or, mais comme un centre de conception pour une économie régénérative panafricaine. Dans le cas d'un scénario plus difficile, des pressions extérieures réapparaissent. Chute du cours de l'or, blocage logistique ou tentative d'isolement financier. Le risque majeur serait un ralentissement de l'investissement local et une dépendance accrue aux importations techniques. Le gouvernement anticipe ce scénario en diversifiant les ressources et en créant un fonds de stabilisation alimenté par 10% des revenus du raffinage. Quel que soit le scénario, la direction est claire. La souveraineté ne se mesure plus à la quantité d'or exporté, mais à la capacité de le transformer. Si la stabilité politique persiste et que la transparence s'impose comme règle, alors l'équation économique du Sahel pourrait, pour la première fois, s'écrire depuis le continent lui-même. Le succès du Burkina Faso dépasse les bilans économiques. Il touche les consciences. Pour les travailleurs, chaque lingot fondu dans les fours de Ouagadougou incarne la dignité reconquise. Les mains qui autrefois creusaient pour d'autres façonnent désormais l'avenir de leur propre pays. Dans les écoles, les enfants apprennent que la science n'est pas un savoir étranger, mais une arme d'émancipation. Et pour les familles, la stabilité retrouvée transforme le quotidien. De meilleures routes, des salaires réguliers, une eau plus pure dans les villages proches des anciennes zones minières. Pour le public africain, cette histoire agit comme un miroir. Elle rappelle que la richesse du continent ne réside pas dans ses ressources, mais dans la manière de les penser. Voir Ibrahim Traoré défendre cette idée sur la scène internationale crée une onde de confiance. Si un pays enclavé du Sahel peut le faire, pourquoi pas les autres ? Cette vision collective, partagée sur les réseaux, suscite un sentiment d'appartenance nouveau, celui d'un continent qui n'attend plus la validation extérieure. Et pour le spectateur étranger, le message est tout aussi universel. La valeur n'est pas un héritage, c'est une construction. Le Burkina Faso ne vend plus son or, il le raconte. Et dans ce récit, chacun peut lire sa propre quête d'autonomie. Pour ancrer durablement la souveraineté minière, Ibrahim Traoré et la SONAP ont établi une feuille de route en 5 étapes. La première étape consiste à industrialiser localement, achever d'ici 2026 la construction des 3 nouvelles raffineries régionales, Hyundai, Gawa, Kaya. Chaque site devra traiter 250 000 tonnes de résidus miniers par an, tout en respectant des normes écologiques strictes. La deuxième étape vise à renforcer les compétences, doubler la capacité des centres techniques
et universités minières afin de certifier 4000 ingénieurs supplémentaires par an. La formation couvre la chimie, la biotechnologie et la gestion durable des ressources. La troisième étape a pour but d'assurer la transparence, mettre en place un système numérique de suivi de la chaîne de valeur, traçabilité de l'or, audits environnementaux, publication publique des données de production. Cette transparence devient une garantie politique et sociale. La quatrième étape s'attache à diversifier la production, investir 10% des revenus du raffinage dans la recherche sur d'autres minerais stratégiques, lithium, manganèse et cuivre. L'objectif ? Éviter qu'une dépendance à l'or ne se substitue à une autre. Enfin, la cinquième étape vise à renforcer la coopération régionale, institutionnaliser le modèle au sein de l'alliance AES et créer un fonds Sahel vert alimenté par les excédents du commerce aurifère pour financer les projets d'énergie et d'agriculture circulaire. Ce plan transforme l'expérience burkinabé en méthode. Il démontre qu'un modèle africain de création de valeur peut être mesuré, enseigné et partagé. Et à travers chaque étape, l'empreinte d'Ibrahim Traoré reste la même. Ne rien attendre, tout construire. Le soir tombe sur Ouagadougou. Dans la lueur des fours, les ombres des mineurs et des ingénieurs se mêlent comme une métaphore du passé et de l'avenir. Parmi eux, Abdoul lève une barre d'or encore chaude, la regarde et murmure « Ce n'est pas du métal, c'est notre mémoire devenue maîtrise ». Ce moment ramène le récit à son origine. Ce geste simple est celui d'un peuple qui a choisi de se définir par la création, non par la privation. À travers lui, le message d'Ibrahim Traoré se cristallise. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une pratique quotidienne. Les mains qui hier cherchaient dans la poussière façonnent aujourd'hui le symbole d'une Afrique capable d'écrire son propre futur. Et quand les machines s'arrêtent un instant, le silence semble dire « Le Burkina Faso ne s'est pas seulement libéré économiquement, il a retrouvé le droit de rêver. Un pays qui transforme ses déchets en or peut, demain, transformer ses épreuves en force. » Sous le ciel rouge du Sahel, les barres d'or du Burkina Faso brillent mais désormais comme des miroirs d'intelligence. Chaque lingot porte une phrase gravée. Fabriqué au Burkina Faso, reconquis par son peuple. Ce n'est plus un simple slogan industriel, mais un symbole moral. Celui d'une nation qui a appris à produire sa liberté. Dans un monde encore bâti sur la dépendance, l'exemple burkinabé pose une question à chacun de nous. Qu'est-ce que la richesse si elle ne libère pas? Si l'Afrique peut transformer ses déchets en valeur, que pourrions-nous, ailleurs, transformer de nos propres excès? Ibrahim Traoré a ouvert une voie, celle où la science sert la souveraineté, où la technologie devient langage d'émancipation. Ce modèle n'attend pas d'être applaudi, il attend d'être repris, adapté, partagé. Alors, que ferez-vous de cette lumière née de la poussière? L'histoire du Burkina Faso nous invite à répondre non par des mots, mais par des actes.